Sunday Night Productions. Boris Ghirardi, alias Pied de Robot, est un athlète amateur qui n'a pas peur de réaliser l'impossible. En 2019, il est victime d'un grave accident de la route qui va à tout jamais bouleverser sa vie. Amputé d'une jambe, il doit s'habituer très vite à son nouveau corps et se remettre psychologiquement de cette épreuve. Mais la difficulté ne lui fait pas peur. Au contraire, elle le réveille. À l'image d'un muscle qui se renforce après chaque cassure de fibre, Boris utilise les traumatismes que la vie lui impose pour se renforcer et devenir plus fort. Dans cet échange, Boris va vous apprendre à tirer profit des chocs, à prendre des risques et à refuser l'idée de limite. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse entrer dans la tête de Boris Ghirardi. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Chaque lundi, venez discuter entraînement et psychologie du coureur avec Guillaume et Fred, deux passionnés qui vivent la course à pied au quotidien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'interview. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir dans l'émission un homme qui pourrait être la définition exacte des mots résilience et abnégation. Il s'agit de Boris Ghirardi, alias Pied de Robot sur Instagram. Boris, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu ? Eh bien, je vais très bien. Merci à vous de m'accueillir sur votre podcast, Fred et Guillaume. Merci beaucoup. Je suis flatté et ravi d'être là. Eh bien écoute, c'est un plaisir partagé et nous sommes aussi en compagnie de Fred, un homme qui lui aussi apprécie tout particulièrement le sens du sacrifice et le dépassement de soi. Autant vous dire que ces deux-là sont faits pour s'entendre et que l'échange qui va suivre risque d'être passionnant. Fred, merci toi aussi d'être parmi nous aujourd'hui. Ça va bien ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Boris, bonjour Guillaume. Ça va très bien et je suis toujours ravi d'être derrière le micro à tes côtés. Mais là, je dois avouer que je le suis encore plus parce que on reçoit toujours des personnes exceptionnelles, mais c'est la première fois qu'on fait un athlète qu'on qualifie classiquement d'athlète en handisport, et ça fait longtemps qu'on souhaitait le faire, et je suis ravi que ça soit avec Boris parce qu'en plus, on le verra au cours de son parcours et de la discipline qu'il a choisie. C'est vraiment du coup un handi très particulier, et tu parlais de résilience et d'abnégation, et je pense que là on est vraiment en plein dedans, et je pense qu'il va y avoir une grande leçon d'humilité pour nous et un certain nombre de personnes qui courent, qui nous écoutent. Alors là, j'en ai aucun doute. Boris, tu sais, Fred le disait dans le podcast, on défend souvent cette idée que la course à pied, que le sport a le pouvoir de changer des vies et peut même bousculer des destins. Et je pense qu'avec ton histoire personnelle, tu illustres à merveille cette conviction qu'on défend tous les deux. On va revenir sur ton parcours qui est fait d'épreuves difficiles, mais aussi de renaissance. Mais avant ça, j'aimerais en savoir un peu plus sur ton parcours et surtout sur la relation que tu as avec le sport. J'aime bien commencer mes interviews avec cette question. Est-ce que tu as toujours été quelqu'un de sportif depuis le plus jeune âge, ou au contraire, tu as découvert ça peut-être un peu sur le tard ? Alors non, moi j'ai toujours eu un parcours de sportif. J'ai commencé par les arts martiaux, qui a été ma première activité en fait, et qui m'a suivi un peu toute ma vie. Ça a été mon fil rouge. Après, à l'adolescence, j'ai fait de l'athlétisme. Donc j'ai fait du 1500 et du triple saut. Donc ça m'a permis de vraiment améliorer ma course et ma qualité sportive, on va dire. Du coup, ensuite j'ai fait du water polo, ensuite j'ai fait de l'escalade, j'ai fait pas mal de choses avec toujours en ligne de fond les arts martiaux qui étaient présents, et qui m'ont permis d'ailleurs de me faire une fondation assez solide. Et puis pour finir, CrossFit. Je me suis mis au CrossFit il y a quelques années, et voilà. Alors c'est bien, tu en as parlé, et j'avais remarqué en préparant l'émission, parce que je m'étais quand même un peu documenté sur ton parcours, que tu l'as très bien exprimé, tu as un véritable touche-à-tout, hein. Tu t'es pas limité à un seul sport, tu as dit, il y a eu les arts martiaux, mais aussi le 1500, le triple saut, du trail, du paddle, du crossfit, du VTT, j'en passe et j'en passe. Est-ce que la question que ça pose, est-ce que c'est un vrai besoin pour toi de
te diversifier dans ta pratique sportive? Et surtout, c'est lié à quoi? C'est une peur de t'ennuyer ou c'est autre chose? Alors, j'ai une particularité, c'est que je ne suis pas compétiteur. Naturellement, ça m'est totalement égal d'arriver dernier, premier, milieu. Je n'ai pas de notion en fait réellement de compétition. Moi, tant que je suis avec les autres et que je fais le truc, je suis content. Ensuite, le jeu m'a toujours animé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais du trail et pas de la course sur route. Si tu me mets sur route aujourd'hui, je fais un peu triste mine. J'ai un peu de mal, tu vois, quand je fais mes séances de côte ou mes séances de VMA. Bon, c'est pas trop mon truc, mais dès lors que tu mets du rebond, un terrain stable, etc., le jeu l'emporte en fait. Et donc ça a toujours été ça qui m'a animé, c'est cette notion de jeu. Parce que pour moi, me faire plaisir est plus important que finalement la performance que je pourrais atteindre. Alors ça a fait du mal à certains de mes entraîneurs parce que du coup ils voyaient une capacité, mais voilà, mais je n'y allais pas à fond en me spécialisant absolument parce que effectivement j'avais ce besoin de jeu et j'avais ce besoin de diversifier. Voilà. Alors, sans faire le grand philosophe que je ne suis absolument pas, quand même, en filigrane, on a l'impression que le jeu ne peut naître, du coup, que de la difficulté. Parce que tu dis oui, c'est le rebond et tout, mais finalement, le trail, c'est du rebond dans un certain sens, mais c'est surtout des parcours plutôt difficiles, techniques, et tu le comparais par exemple à la route et au macadam où là c'est tout lisse, tu pourrais avoir du rebond sur la route, mais finalement c'est cette difficulté là, c'est dans la difficulté que tu trouves le plaisir. C'est dans la difficulté exactement en fait. J'aime bien amener toujours quelque chose en plus dans cette pratique-là. Alors par exemple sur route, on va dire que la course est plutôt introspective parce que tu rentres dans quelque chose qui est très régulier et donc du coup tu en viens à te centrer sur toi-même et donc du coup à un peu te porter dans autre chose que juste répéter un mouvement. Le trail, c'est quelque chose qui est une difficulté à tous les instants, à chaque pas. Donc tu es toujours obligé tu peux pas te mettre dans un état où tu as la tête ailleurs, on va dire. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être occupé, Je suis un nageur. J'étais nageur, mais j'étais un nageur moyen. Tu me mets un ballon et là, je deviens un meilleur nageur parce que y a un ballon. J'ai besoin d'avoir ce petit truc en plus, cette difficulté en plus, cette aspérité. Alors, j'ai bien compris ce que tu l'as exprimé, que du coup, voilà, c'était aussi lié au fait de pas avoir cet esprit de compétition vis-à-vis des autres, de se dire finalement, je fais premier, je fais milieu, ou je fais dernier. C'est un peu la même chose du moment que je prends du plaisir. Mais quand même, il y a à aucun moment, tu n'as eu envie de te spécialiser dans un sport précis pour bien progresser. Par exemple, juste pour histoire de voir de quoi tu es capable pleinement, en dehors de la compétition et de finir premier, deuxième ou troisième, mais par rapport à toi-même, entre guillemets, donner le maximum sur un type de discipline particulier, parce que on a quand même la notion de progrès, de dépassement de soi, qui peut être aussi valorisante et motivante. Ça t'a jamais traversé l'esprit du tout, ça ? Mais pas tant que ça en fait. Comme je disais tout à l'heure, j'ai eu en ligne de fond les arts martiaux, dans lesquels j'ai pas fait de compétition quasiment, hormis jeune où j'avais fait quelques trucs, mais j'ai toujours eu cette notion de dépassement de moi et que j'étais le seul juge sur mes capacités en fait. Je peux avoir 1000 personnes qui me félicitent, si je ne suis pas satisfait, ça marchera pas. Je ne serai pas satisfait. Donc en fait, j'ai toujours eu besoin de
de me prouver ou de me dépasser et finalement de m'attaquer à mes propres peurs, à mes propres craintes, voilà, et d'aller chercher ça. Après, pour la spécialisation, effectivement, on peut penser qu'on performe en se spécialisant. Ce que j'ai fait dans les arts martiaux, mais ce que je n'ai pas fait dans les autres disciplines. Mais non, je n'ai pas de regrets ou quoi que ce soit là-dedans. Voilà, je sais où j'en suis, je sais vers quoi je tends et voilà. Bon, bah, du coup, toi, la crise de la Covid-19 avec l'annulation de toutes les compétitions, ça t'a pas forcément impacté. T'as bien vécu ce moment-là. Exactement. Exactement. Ça m'a permis de, bon, on en parlera après, mais ça m'a permis de me focus, justement, là, pour le coup, de me focus sur moi et sur mon dépassement. Donc non, ça m'a pas gêné. Après, ce qui est assez drôle, c'est que en CrossFit, je suis juge de CrossFit. Et j'admire les mecs qui vont aller se dépasser dans les compétitions. Je suis le premier à applaudir, je suis le premier à les féliciter, voilà. Mais bon, j'ai fait quelques compétitions, mais voilà, mais c'est pas ce qui me porte, on va dire. Justement, Boris, t'as un point commun avec Fred, c'est que tous les deux, vous adorez le CrossFit. Alors c'est encore une discipline, un sport qui est assez récent, même s'il connaît une énorme popularité là depuis quelques années. Est-ce que tu peux nous expliquer, rapidement, en quoi consiste ce sport et surtout pourquoi est-ce que tu l'apprécies autant ? Eh bien, en fait, ce sport, il caractérise tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que on ne sait jamais ce qu'on va faire à l'avance. Ça couvre beaucoup de nos capacités, c'est-à-dire il va y avoir de l'haltéro, donc de la force, il va y avoir de la gym, donc du poids de corps et il va falloir les enchaîner, les mouvements de gym, et puis ensuite il va y avoir le cardio avec ça peut être de la course, ça peut être du vélo, ça peut être du rameur, etc. Et on va mélanger tout ça. Et on va mélanger tout ça forcément de la manière qui rende l'exercice le plus intense possible. Et quand on va à sa salle de CrossFit, qu'on appelle une box, on ne sait jamais quel va être l'entraînement à l'avance. Et on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Et par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on va se dépasser et qu'on va aller toucher le rouge, voire l'écarlate pour certains moments. Et c'est ça qui est vraiment intéressant pour moi et c'est ce que j'adore, c'est d'y aller. Et puis, il y a des moments où on va se dire, mais je ne suis pas capable de faire ça, mais j'y suis engagé et donc je vais aller au bout. Et puis finalement, on s'aperçoit à la fin qu'on a réussi à le faire et qu'on s'est réellement dépassé avec toute une variance d'exercices. Et ça rend en fait les crossfitters, le gros avantage, c'est que ce sont des gens qui sont très fonctionnels en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pompiers, beaucoup de militaires qui font du crossfit parce que ça prépare globalement le corps à plein de choses et donc à l'inattendu. Alors cette notion d'inattendu, ça va faire plaisir à Fred parce que je sais que lui aussi, il partage aussi cette conviction. Il déteste donner à l'avance les séances aux athlètes parce que, et je le comprends, c'est vrai que les athlètes ont tendance, en tout cas certains, aiment bien rester un peu dans leur zone de confort et dès qu'ils voient un peu la difficulté, ils ont tendance un peu à se plaindre. Donc voilà, il y a beaucoup de croyances limitantes et donc quand on sait pas à quelle sauce on va être mangé, voilà, la séance il faut la faire, on se pose plus de questions et on la fait et puis finalement on s'aperçoit comme tu dis, que c'est possible. Donc c'est pas mal. D'ailleurs Fred, ça te fait un point commun avec Boris parce que toi aussi tu adores le CrossFit. Je crois que c'est pas que pour ça. Tu penses notamment que c'est un sport qui est assez idéal en complément de la course à pied. Alors évidemment pour un public averti, déjà sportif, déjà athlétique, parce que voilà, le CrossFit il faut quand même une certaine base athlétique. C'est quand même un sport qui est assez exigeant. Donc voilà, toute précaution bien sûr donnée. Oui, moi je pense que c'est un formidable complément et Boris a employé le terme de façon qui colle à la définition du CrossFit, c'est que on est dans le fonctionnel, c'est-à-dire qu'on est dans une musculation, un renforcement qui est fonctionnel, c'est-à-dire qui est pas juste brut, qui est pas juste dans le rapport poids-puissance, si je puis dire. Par exemple,
tu vas à la salle, tu fais tes squats. Bon, bah déjà, il y a un côté un peu austère. Tu fais tes squats, donc voilà. Après, tu changes d'exercice, tu vas à la presse inversée, puis tu vas à la machine aux ischios. Tout ça peut être quelque peu monotone. Les séances de CrossFit, et notamment ce qu'on appelle les WOD, le Work of the Day, le travail du jour, est organisé autour de différents exercices que tu dois enchaîner à haute intensité. Donc déjà, tu as la dimension cardio et haute intensité qui intervient, qui est intéressante. Et comme je le disais, la fonctionnalité des mouvements, c'est-à-dire que on est sur la question du transfert quand on fait du renforcement musculaire de manière brute sur une machine. Finalement, comment je vais l'utiliser dans une situation pratique, concrète. Le CrossFit t'amène à ce transfert. Alors, pas tous les mouvements par rapport à la course, évidemment, hein, c'est le propos est à modérer, mais quand même ça t'accompagne assez bien sur cette dimension-là. Ça rend le renforcement ludique, je trouve. On n'a pas forcément l'habitude de ça lorsqu'on fait du demi-fond et du fond. Et un autre élément qui est vraiment important en CrossFit, c'est qu'on travaille énormément la mobilité. Et qu'il faut vraiment distinguer de la souplesse. Hein. On fait des étirements pour gagner en élasticité, en souplesse, parce que c'est essentiel à un bon mouvement. Mais vraiment, la mobilité qu'on pourrait assimiler à la bonne organisation fonctionnelle de l'ensemble des segments du corps. Et là, on reboot sur la question de la fonctionnalité qui est fondamentale pour tout mouvement de vie classique. Et du coup, le sportif, il en tire un bénéfice qui est énorme, évidemment, puisque finalement, on travaille sa puissance, on travaille pas sa puissance, je dirais, dans un circuit fermé et bloqué. On travaille sa force et sa puissance dans une dynamique de mouvement réel. Bon, bah, si vous êtes un amateur de renforcement musculaire, n'hésitez pas à vous essayer sur CrossFit. Après, voilà, moi, c'est une conviction personnelle parce que j'ai vu quand même beaucoup de gens se blesser sur CrossFit. Donc, à consommer avec modération et surtout avec des professionnels pour faire les choses correctement parce que, voilà, des fois, on peut voir un peu tout et n'importe quoi. Donc, voilà, soyez prudents quand même. Boris, j'aimerais maintenant qu'on revienne un peu sur ton histoire de vie qui n'a malheureusement pas toujours été simple. Tu as traversé des épreuves particulièrement difficiles, notamment en 2019 où tu as été victime d'un grave accident de la route. Est-ce que tu serais à l'aise pour nous en parler et nous dire peut-être un peu plus précisément ce qu'il s'est passé ? Pas de problème. Donc en août 2019, il m'est arrivé un accident de moto qui est un vrai accident. Voilà, il y a pas de fautif dans tout ça. Je m'estime pas fautif et malheureusement la voiture que j'ai percutée ne l'était pas forcément. Ou en tout cas on l'était tous les deux. Je doublais un camion. J'avais une parfaite visibilité. C'était une ligne droite. Il y a un monsieur qui voyait que le camion arrivait doucement et a décidé de s'engager. Il ne me voyait pas, je ne le voyais pas. On s'est retrouvés face à face. Donc, j'ai percuté cette voiture qui était un 4x4. Et en fait, dans le choc, j'ai perdu mon pied. J'ai donc été immédiatement amputé en fait dans le choc. Et derrière, j'ai fait 60 mètres. On n'allait pas bien vite. Hein. Moi, je roulais à moins de 80, enfin aux alentours de 80, et lui, il était en phase d'accélération. Donc, je sais pas à combien il était, mais probablement en dessous de 80. Mais la rencontre a été brutale. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai tourneboulé sur 60 mètres pour finir en glissade. J'ai eu la chance de ne rien toucher, de rester au centre de la route. Ma moto, elle est partie, elle a fait 75 mètres et elle est partie sur le côté. Donc pour ceux qui font de l'athlétisme, ils voient bien ce que ça représente comme distance. J'aurais touché quoi que ce soit, on n'avait pas cette conversation aujourd'hui ensemble. Voilà. Donc du coup, oui, ça a été un choc énorme. J'ai été amputé dans le choc, donc il a fallu que je me check un petit peu. Je savais que je pouvais pas être indemne d'un tel accident. Et en vérifiant mes mains, en vérifiant mes hanches, ma colonne, c'est ce qui m'intéressait en premier lieu, c'est ce que j'avais peur. Et puis en vérifiant mon pied droit, j'ai vu que j'avais plus de pied gauche. Donc voilà, du coup c'est brutal, mais voilà, mais c'était comme ça. Et le midi, j'ai fait du CrossFit et j'aime à penser que ça m'a sauvé.
parce que en fait, dans l'accident, quand j'ai tapé et que je suis parti, je tournais dans tous les sens. J'ai réussi à attraper mon casque et à me blottir en fait et à me gainer le maximum que je pouvais. Et je pense que je dois en tout cas à ma condition physique de pas être paralysé, de pas avoir eu plus que ce que j'ai eu, ce qui est pas rien, mais en tout cas voilà. Merci pour ton témoignage. J'imagine que ce ne doit pas forcément être simple de te remémorer tous ces souvenirs. À la suite de cet accident, tu as perdu ta jambe. Évidemment, j'imagine que à partir de ce moment-là, tu savais que ta vie allait changer et que rien ne serait plus comme avant. Dans quel état d'esprit tu étais quelques heures, quelques jours, quelques semaines après avoir perdu ta jambe? Est-ce que tu as tout de suite pris conscience de l'impact que ça allait avoir sur ta vie? Déjà, il y a une première chose, c'est qu'il faut faire le deuil. Il faut faire le deuil de ce qu'on a perdu. C'est une image que j'aime bien utiliser, mais je l'utilise avec humour, mais ça peut paraître comme de l'humour noir, mais j'ai vraiment un pied dans la tombe. Physiquement. Donc du coup, j'ai perdu mon pied. Il faut déjà faire le deuil de ça, le deuil de sa vie précédente. Et il faut pas chercher à faire comme avant. J'estime moi qu'il faut repartir de zéro et donc un peu comme un enfant, réapprendre à marcher, réapprendre tout ça, mais avec cette difficulté-là. Il faut vraiment faire table rase et redémarrer. Alors c'est pas simple parce que comme je te disais, il y a le deuil à faire, mais il y a l'image, il y a les proches, il y a le choc, il y a beaucoup de choses à surmonter, la douleur évidemment qui est très présente. Il y a pas mal de choses à surmonter. Mais il faut pas se retourner. Il faut pas se retourner. Pour moi, si on cherche à faire comme avant, on va vraiment au-delà de difficultés et on n'atteindra jamais le comme avant. Donc, il y a une nouvelle composante, il y a une nouvelle façon, et il faut prendre cette nouvelle façon à bras le corps. Et comme je disais, comme un enfant, réapprendre à marcher et tout réapprendre. Et ne pas avoir peur comme un enfant, en fait. Un enfant, est-ce qu'il a peur d'apprendre à marcher? Non, pas du tout. Jamais il se pose la question, il n'a pas de peur de ce côté-là. Il va tomber, il tombe, il se fait mal, il se relève. Ça fait partie de son cursus d'apprentissage, exactement comme nous, on a ce même cursus d'apprentissage pour réapprendre à marcher, puis réapprendre à courir. J'insiste un peu sur la marche, qui est vraiment très importante. Beaucoup la négligent et donc ont un pas qui est, voilà, ils boitent, ils sont pas très assurés. Prenez bien le temps de réapprendre à marcher avant de courir. Pensez bien à ce que font les enfants, c'est ce qu'ils font. Ils apprennent à marcher avant de courir. Il faut faire exactement la même chose et je me suis calqué dessus. Alors j'ai pas eu de mal à le faire puisque au moment de mon accident, ma petite fille avait 3 ans, donc ça faisait pas si longtemps que ça que je l'avais en tête et j'ai pris son exemple en fait. Donc voilà. Alors Boris, il y a quelque chose qui peut paraître incroyable dans ton histoire, c'est que 2019, c'est hier, c'est récent, ouais. C'est vraiment hier. Tu vois, j'allais dire ça fait 1 an parce qu'on a eu l'année Covid entre temps, mais c'est presque comme si. Et finalement, tu as réussi à retrouver assez rapidement l'ensemble des activités sportives que tu pratiquais avant l'amputation. Je crois même que tu t'es promis de ne pas te limiter dans ta découverte et ta volonté de toujours voir plus et diversifier tes pratiques. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tu t'es servi du sport comme moyen de rééducation? Et là, tu parlais de la marche, donc je parle évidemment la rééducation physique, mais aussi psychologique, qui est certainement le versant le plus important du chemin que tu as dû effectuer suite à cet accident. Ouais, tout à fait, Fred. Je pense que d'être sportif fait que j'ai le goût du dépassement de soi, j'ai le goût de la persévérance, j'ai le goût de l'abnégation. Donc j'avais déjà ça en moi.
ce qui a été très utile, hein. J'avais une boîte à outils qui m'a permis d'aller puiser dedans et qui m'a permis de me reconstruire. Et comme tu dis, effectivement, il faut d'abord reconstruire le mental avant de reconstruire le physique, même si ça va ensemble. Et le sport a vraiment été ma thérapie. Le mouvement a été ma thérapie. Et en fait, comment je suis venu au trail, ça a été assez simple. C'est que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que je me suis fait réopérer quelques mois après mon amputation. J'ai dû resubir une opération qui a un peu rebattu les cartes et qui m'a remis un peu quelques mois auparavant. Donc je suis retourné en fauteuil roulant, en béquille, etc. Et en fait, mon opération a eu lieu le 28 février. J'ai fait une semaine en centre de rééducation et c'était le premier confinement. Et le premier confinement, ça a été un vrai confinement où tout le monde a eu peur et tout le monde est resté chez soi, à tel point que j'avais pas d'infirmière, j'avais pas de médecin rééducateur, j'avais pas de kiné. Donc je me suis retrouvé tout seul et je me suis retrouvé à faire mes pansements, à me faire mes propres piqûres, etc. Et donc j'ai évidemment du matériel de CrossFit à la maison, donc j'ai pu au sol réapprendre moi-même à me refaire un petit physique. Mais la première chose qui m'est venue, ça a été de remarcher et d'essayer de réintroduire la course tout à fait naturellement. Et donc en fait, ce qui m'a fait aller vers le trail, c'est finalement le confinement, à me retrouver tout seul. Et donc j'ai commencé par courir 50 mètres tous les kilomètres. Alors ça peut paraître très peu, mais c'était beaucoup pour moi à l'époque. Et ensuite, j'ai commencé à réintroduire 100 mètres, etc., jusqu'à pouvoir courir 5 km. Et quand je suis arrivé à avoir 10 km/h sur 5 km, je me suis dit 10 km sur 10 km/h, c'était pas mal. Et je suis arrivé à ça. Et finalement, pour diversifier mon terrain de jeu et pour diversifier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien le jeu, j'aime bien les défis, je suis parti faire du trail. Et j'ai un terrain de jeu derrière chez moi avec des forêts, avec des choses assez accidentées, des terrains assez techniques, puisque c'est en fait à l'origine c'est des pistes de VTT. Je suis commencé à partir là-dedans. Et puis je me suis vite amusé, je me suis vite fait plaisir en trail. Et puis en rentrant, en regardant un peu sur les réseaux sociaux, je me suis aperçu que finalement des amputés qui font du trail, il y en a très 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 peu. Et donc je me suis rendu compte que effectivement c'était un peu marginal, et pourtant je trouve que c'est un excellent moyen de se rééduquer. Donc voilà. Du coup, j'ai une question par rapport au cheminement que tu as eu et finalement au retour rapide au sport. Ton entourage, on va dire plutôt proche ou peut-être moins proche, hein, mais comment réagit ton entourage, dans le sens où souvent quand on a quelqu'un qui a un accident de l'importance que tu as eu, on pourrait avoir tendance à se dire n'en fais pas trop, prends le temps de bien reprendre et tout. Il semble que ce n'a pas été ton cas. Du coup, tu as été soutenu vraiment dans cette volonté un peu d'aller fort tout de suite, ou tu as quand même eu des gens autour de toi qui t'ont un peu, entre guillemets, qui ont exprimé un certain nombre de pensées limitantes, comme on dit? Non. Alors en fait, déjà j'ai la chance d'avoir ma femme qui est maître nageur, donc qui est dans le sport déjà, et puis d'avoir beaucoup d'amis qui sont également tous sportifs. La communauté du CrossFit a été extraordinaire. Tous mes potes du CrossFit ont été potes garçons et filles, ont été très présents et m'ont beaucoup soutenu, et ils ont fait comme si c'est Boris, et puis voilà, allons-y. Ils m'ont absolument pas freiné, ils m'ont absolument pas mis des bâtons dans les roues pour quoi que ce soit, mais ils m'ont accompagné dans le sens physique du terme, c'est-à-dire qu'ils m'ont réellement, ils sont sortis avec moi, courir avec moi, ce qui m'a soutenu physiquement et mentalement, parce qu'il y a des moments où c'était un peu plus dur, évidemment. Mais j'ai eu un énorme soutien, c'est ce qui m'a porté aussi, ça m'a énormément porté.
Voilà, et de voir tout cet engouement autour de moi et de ne voir personne me limiter. Finalement, les seuls qui me limitaient, c'était le centre de rééducation, c'était plus les kinés qui disaient attention, les médecins rééducateurs, attention. J'ai eu des loupés, j'ai des fois été un peu trop loin et je me suis fait mal, donc ça m'a bloqué pendant 2-3 semaines. Mais globalement, non, j'ai été bien accompagné et bien aidé. Je pense que mon entourage a été extrêmement précieux. Moi, je trouve ton parcours et ton état d'esprit assez incroyable parce que tu étais un peu dans la pleine force de l'âge, tu avais une petite fille de 3 ans, tu étais quelqu'un d'extrêmement sportif avec tes habitudes où on voit que le sport occupait une place extrêmement importante dans ta vie. Tu subis cet accident et tu sais que rien ne sera plus comme avant. Beaucoup de personnes auraient pu finalement se laisser aller, se dire que c'est un peu fini et on le côtoie, nous, dans le sport, dans une plus petite échelle, mais les personnes qui sont par exemple blessées, qui vont être souvent défaitistes et qui vont pas essayer d'en profiter pour faire un peu de renforcement musculaire ou ce genre de choses. Et je pense que c'est humain aussi. Des fois, on n'accepte pas l'imprévu, on n'accepte pas la tragédie. On trouve que c'est injuste et donc on baisse un peu les bras sur ça. Et toi, en plus, tu as eu le confinement, donc tu as eu encore moins de soutien. Tu as dû vraiment, tu disais, faire tes piqûres, tes pansements. Et finalement, tu as quand même trouvé des solutions. Tu t'es vraiment pas laissé abattre. Et ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable. Et ça me rappelle quelque chose. Alors, j'ai plus le nom de l'étude, mais s'il y a des auditeurs et auditrices qui savent de quelle étude il s'agit, parce que je l'avais entendu lors d'une conférence, c'était une conférence sur le bonheur et sur le malheur, pour savoir un petit peu s'il y avait des éléments différents, si c'était les mêmes ressorts psychologiques, cérébrales, qui activaient notre zone du bien-être, du bonheur et notre zone un peu plus tragique et dépressive. Et donc, ils avaient mené une étude sur 2 groupes d'individus, alors des personnes qui justement étaient confrontées à une tragédie, donc c'est des personnes en situation qui étaient très tétraplégiques, paraplégiques, donc vraiment qui ont eu des accidents et comme toi, qui on a annoncé que leur vie peut-être passée en fauteuil roulant, donc on s'imagine que ton sentiment il est terrible, quoi, ta vie a changé, donc tu es extrêmement malheureux. Et à contrario, ils sont allés voir des personnes qui avaient gagné à la loterie américaine, donc des gains de plus d'1 million de dollars. Et là, forcément, tu as une espèce de sentiment de bien-être et de bonheur qui réagit. Et en fait, ils se sont aperçus que finalement, tu avais un espace de 6 mois, que ce soit dans les 2 sens, où tu allais être très bien, où tu allais être très malheureux, mais au bout de 6 mois, finalement, tu allais retrouver ton même niveau de bonheur qu'auparavant. Donc, si tu étais très bien dans ta vie et que tu subis un accident et tu es en situation de handicap, mais si tu étais heureux avant, tu vas redevenir heureux. Et à contrario, si tu étais malheureux, et même si tu avais eu un gain à l'euro million ou je sais pas quoi, et tu allais revenir à ton niveau d'avant. Donc, finalement, le corps s'adapte à tout. Ouais. Et alors, ça peut être... moi, je trouve que c'est plutôt positif. Ça veut dire que globalement, voilà, on peut se remonter de tout et que finalement la solution elle est dans nos mains à nous, quoi. Exactement. Ouais. En fait, pour moi, il y a 2 choses. La première, c'est que on a 2 options. Soit on s'effondre, soit on se relève. Bob Marley a une phrase là-dessus qui est extraordinaire, c'est que tu ne sais pas à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort est ta seule option. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu t'effondres ou tu te relèves. Et ensuite, je pense que le fait que je ne sois pas compétiteur m'a énormément aidé, en fait, mais pas compétiteur dans le sens de me comparer aux autres. Souvent, les gens qui baissent les bras, c'est parce que ils vont dire oui, mais j'arrive pas à faire comme un tel, ou j'arrive pas à faire ci comme... Non. En fait, ce qui, m'a aidé, c'est que c'était moi avec moi-même. Et donc du coup, la reprise de l'activité physique, elle était évidente pour moi. C'est-à-dire qu'il a fallu que je trouve des solutions, mais c'est parce que moi je me regarde dans le miroir et que je veux pouvoir être fier de moi quand je me couche le soir. Et donc, c'était moi avec moi-même. Donc il n'y a pas eu de compétition avec X ou Y. Il a fallu que je me mette face à moi-même et que donc je dépasse ça. Je pense qu'effectivement quelqu'un qui est très très compétiteur, quand il voit avec l'âge ou la performance qui diminue pour X raisons, eh bien du coup c'est une vraie difficulté et c'est quelque chose qu'il a du mal à dépasser. Peut-être que Fred, toi qui encadres des athlètes de haut niveau, tu t'es peut-être plus sensible à cette question-là et peut-être que tu pourras mieux y répondre que moi. Mais en fait, le fait que je sois
pas forcément compétiteur et que je sois plus en compétition avec moi-même, finalement m'a aidé. Alors, sur cette question précise, je pense qu'avant toute chose, et ça a été ta force, hein, c'est la capacité d'adaptation, si on peut dire, hein, entre guillemets, parce que là c'est une adaptation forcée, mais c'est la résilience, on pourrait dire dans ton cas, des athlètes, comme tu le dis très souvent les athlètes de haut et très haut niveau, à un moment quand ils peuvent plus avoir un certain niveau de performance, arrêtent, ils passent à autre chose. Mais c'est aussi parce que certains ont tellement donné pendant tant d'années que Oui. ils peuvent aussi avoir une sorte de Oui, oui. ras-le-bol par rapport à leur pratique sportive. Mais d'autres continuent aussi très longtemps. On a un exemple en France, hein, de Dominique Chauvelier, qui a été médaillé européen sur marathon, qui a été multiple champion de France, continue toujours à courir. On le voit assez fréquemment sur les courses. Et à plus de 60 ans, il court encore en moins de 40 le 10. Donc ça reste correct. Il sait que J'aimerais connaître sa source. Voilà. J'aimerais connaître sa source parce que ça, c'est une vraie question. C'est qu'est-ce qui l'anime, et je pense que la fondation même de la personne, et donc sa motivation, où est-ce qu'il a mis le curseur, ce serait intéressant. Mais Alain Mimoun aussi, Fred, Ouais, pareil. a couru jusqu'à ses plus de 90 ans. Je crois que vraiment, jusqu'aux dernières semaines de sa vie, il allait courir tous les jours. Exactement. Pour, comme il disait, pour pouvoir mériter son repas. Ouais, voilà, exact. c'était sa Voilà. condition. C'est pour ça que je pense que c'est très personnel et chacun finalement a sa motivation. Ouais. Et j'en reviens un peu à toi, Boris, parce que tu disais qu'effectivement, tu as eu un entourage à la fois familial et amical qui t'a quand même poussé et accompagné dans ta démarche, et peut-être que on va dire, je vais l'appeler comme ça, le corps médical ou paramédical avait peut-être plutôt tendance à te freiner, et du coup surtout parce que comme tu l'as dit, tu as décidé de te lancer dans le trail, et il me semble savoir que lorsque tu as annoncé ça à tes médecins, ils t'ont dit que courir sur ce type de parcours, et notamment l'éco-trail, parce que tu y as participé avec une prothèse, c'était pas possible, sauf que tu l'avais déjà fait. Donc la question qu'on se pose derrière, c'est que tu te fixes aucune limite, ou quand même à un moment tu vas te dire bon là je peux pas vu ma situation. Non, je me fixe aucune limite, vraiment aucune. Pour te dire, donc l'été dernier, je m'étais mis en tête de reprendre le surf, et j'avais un pied prothétique à l'époque, je n'avais qu'un, qui est un pied multisport et qui est tout sauf fait pour avoir de l'équilibre, puisqu'il est composé d'une petite lame, donc quand tu tiens debout, en gros il te renvoie en arrière parce que en fait quand tu vas courir, au contraire il va emmagasiner de l'énergie, mais il faut le mettre en tension pour pouvoir le faire. Finalement, j'avais que celui-là et j'ai décidé de resurfer. Donc, je faisais déjà un petit peu de surf avant, et donc ça m'a mis quasiment une semaine pour réussir à remonter sur la planche. Et j'ai passé 8 heures dans l'eau tous les jours pour trouver des solutions pour pouvoir resurfer. Finalement, j'ai réussi à resurfer grâce à l'aide de pas mal d'amis qui sont surfeurs et profs de surf. Mais c'était quelque chose que je m'étais mis dans la tête, et voilà. Et finalement, mon prothésiste m'a dit mais c'était pas possible en fait. Ce pied n'était pas du tout fait pour ça. Et je lui ai ramené d'ailleurs le pied dans un sale état, et donc, du coup, bon, bref, c'était pas, voilà, j'ai coûté un peu d'argent sur ce coup-là, mais du coup, non, je ne mets pas de limite, mais en plus, presque, je prends les choses comme des défis. J'ai la chance d'avoir des partenaires qui m'accompagnent. J'ai notamment Iron et Salomon qui m'accompagnent. Je suis ambassadeur de ces deux belles entités. Et eux me laissent vraiment champ libre, et presque m'encouragent à aller de l'avant, ce qui est très agréable, et qui du coup m'ouvre totalement tout mon champ du possible, sans limite. Est-ce que finalement, on l'a dit, hein, avant ton amputation, tu étais quelqu'un d'extrêmement sportif, mais est-ce que finalement le fait d'avoir vécu ce drame n'a pas, plutôt que
anéanti ta passion pour le sport, l'a au contraire renforcé. Est-ce que finalement, à chaque fois que tu sors t'entraîner, à chaque fois que tu vas pratiquer un sport, tu prends conscience de la chance que tu as de pouvoir, encore pouvoir courir, encore ressentir ce sentiment de liberté? Est-ce que finalement, ça n'a pas dupliqué la passion que tu avais pour le sport? Si, tout à fait, mais le sport m'a sauvé en fait. Et en plus, Guillaume, je vais te faire un petit aveu, c'est qu'à chaque fois que je cours, non seulement je prends conscience de la chance que j'ai de pouvoir le faire, parce que je sais que j'ai des petits camarades qui sont parfois encore en centre de rééducation, des choses comme ça, et qui ne peuvent pas pour des raisons médicales ou parce que ils n'ont pas réussi à dépasser certaines choses. Et je me dis, j'en profite parce que je ne sais pas de ce que sera fait demain. Et donc du coup, comment ça va évoluer, comment ça va être, je n'en sais rien. Et donc du coup, je profite de chaque sortie, de chaque moment pleinement. Et le sport m'a sauvé, clairement. Mais ça, je pense que c'est quelque chose que tous les coureurs et les coureuses peuvent se dire. C'est-à-dire, des fois, on n'a pas envie d'aller courir, des fois, il pleut, des fois. Et on peut se rassurer en disant, mais j'ai vraiment de la chance de pouvoir courir, j'ai vraiment de la chance d'être en bonne santé, j'ai vraiment de la chance de ne pas être blessé. C'est une chance de pouvoir faire du sport aussi. Et c'est bien d'en avoir conscience. Boris, j'aimerais maintenant qu'on évoque un sujet qui te tient particulièrement à cœur. C'est ton engagement associatif. Tu as rejoint le programme Hopper pour aider justement les personnes en situation de handicap à pratiquer une activité physique. On parle souvent de la sédentarité qui est aujourd'hui, en tout cas selon l'OMS, la première cause de mortalité évitable dans le monde. Je rappelle qu'on estime que la sédentarité tuerait directement près de 4 millions de personnes chaque année dans le monde. Malheureusement, les personnes qui sont en situation de handicap sont souvent les grands oubliés de la lutte contre la sédentarité, alors que c'est principalement eux qui ont le plus besoin de faire du sport, parce que quand tu es en fauteuil roulant ou quand tu as des béquilles, tu es beaucoup plus sédentaire, encore plus. Donc, le sport, c'est aussi un excellent moyen de lutter contre cette sédentarité. Donc, c'est malheureusement essentiel. Tout à fait, c'est essentiel. Et en fait, il y a plusieurs choses. D'abord, la première chose, c'est que Jérôme Bernard, donc qui est un polyamputé, donc il a les 2 jambes et un bras, qui est à l'origine de l'idée du projet Hopper. Son kiné lui a dit: tu es condamné à faire du sport. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas se permettre de ne pas faire de sport ou ne pas faire de mouvement, d'activité physique, parce que on va très vite tomber dans les dérives de la sédentarité. Et c'est encore plus vrai pour les amputés où là il y a un vrai problème, c'est qu'il y a un problème d'accessibilité au matériel de sport. Aujourd'hui, il y a un pied multisport qui est remboursé par la sécurité sociale, qui va te permettre de faire vraiment un basket avec tes potes, partir courir 5-10 bornes, mais sans performance. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est polyvalent, mais qui va pas te permettre de réellement faire de la course à pied comme on l'entend. Aujourd'hui, beaucoup de matériels sont déjà développés pour l'athlétisme ou pour la course sur route, mais ce matériel est très cher. Je te donne un exemple, ma lame à moi coûte 10 000 €. Si j'avais pas des partenaires, évidemment, ça fait cher la paire de chaussures. Donc du coup, toutes les personnes qui ne peuvent pas se payer ça, ils peuvent pas accéder au sport tout simplement, donc ou de manière très limitée. Le projet Hopper, en fait, est un projet qui couvre plusieurs choses. C'est l'accessibilité, mais c'est aussi la durabilité. On récupère du carbone de l'aéronautique, d'Airbus, qui, quand ils fabriquent un avion, il leur reste des chutes. Et en fait, ils ont un service qui s'appelle le reuse et qui donc retransforme ce carbone. Ils nous le retransforment en lame. Et Salomon, en fait, a développé la semelle. Donc, je suis un bêta-testeur, c'est-à-dire que j'ai été la personne qui a développé la partie outdoor, puisque la partie athlétisme,
C'est Jérôme Bernard qui s'y colle. Et puis pour le côté sentier, trail, etc. Donc ça a plutôt été moi. Donc j'ai été en étroite collaboration avec Salomon et avec Patrick Lec, qui est le papa du Quickless chez Salomon, qui est le papa de la Sense, qui est le papa de pas mal de chaussures. Il équipe Kylian Jornet, François Daen, etc. et qui développe la semelle avec moi. Et donc on a pu faire une super semelle. Voilà, donc on a un produit qui va être durable, qui est de bonne performance et qui va être accessible. Aujourd'hui, on pense que la lame finira à 1 500 €. Donc tu vois bien que ça reste déjà beaucoup plus accessible. Et puis il y a des associations qui existent déjà. Et puis moi, je suis en train de créer mon association qui va accompagner et pouvoir aussi aider à payer ces lames, à les rendre au plus grand nombre. Moi, j'espère que demain il y aura plein de Boris sur les pistes de trail et qu'on pourra très naturellement partager une course avec quelqu'un qui sera équipé d'une lame. Voilà. Et au-delà de l'accessibilité à travers le matériel, hein, on va pas revenir dessus, mais qui est très cher et que du coup, voilà, t'as aussi intégré des programmes avec Hopper, avec le projet Lisa pour rendre ces matériaux plus accessibles. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question autour de l'encadrement et là, je parle encadrement des personnes comme moi, des entraîneurs, encadrants sportifs, éducateurs physiques, sur très concrètement comment tu gères, c'est peut-être brut ce que je vais dire, mais comment tu gères un athlète amputé? Moi, ça m'arriverait, je t'avoue que je me poserais la question, est-ce que je suis en capacité? Parce que je pense que c'est aussi une erreur de se dire que c'est un athlète comme les autres, parce que il est comme les autres, oui et non, si tu veux. Et du coup, oui et non, ouais, exactement. Est-ce qu'actuellement tu estimes que l'encadrement, et je pense peut-être aussi aux enfants qui naissent déjà avec des problèmes de cet ordre-là, est-ce que l'encadrement notamment physique est à la hauteur de ce qu'on souhaiterait? Est-ce que c'est pas un autre frein également? Alors c'est un frein, c'est en train d'être énormément développé. J'ai participé à une journée qui s'appelle la Relève, qui est organisée par le Comité paralympique et qui permet un peu de tester les capacités des uns et des autres. Et puis les fédérations vont pouvoir rencontrer ces personnes-là et leur proposer des sports pour ceux qui se posent encore des questions. Et en fait, il y a des fédérations qui sont déjà très avancées, qui intègrent très facilement les handis, mais c'est assez disparate. Il y a des fédérations, par contre, qui osent pas du tout. Alors, il faut savoir que pour certains sports, il n'y a aucune adaptation à faire. Mais vraiment, aucune. Je viens, je pratique exactement comme tout le monde. Je vais devoir, moi, gérer ma prothèse, de gérer des choses qui sont propres à mon handicap, qui est de retirer mon manchon, sécher parce que la transpiration est pas encore très bien gérée dans les manchons, etc., etc. Mais finalement, il y a très peu d'adaptation à faire. D'autres, comme l'athlétisme par exemple, là, il faut des entraîneurs qui sont un peu plus spécialisés parce que le déroulé de course n'est pas le même que pour un valide. Ouais. Donc effectivement, il y a un développement à faire qui est en train de se faire, il y a un vrai mouvement qui est en train de se réaliser là actuellement. Et puis, les gens commencent à se poser un peu plus la question parce que, effectivement, il y a un peu plus de monde qui a du matériel, donc il y a un peu plus de monde qui veut faire du sport, et voilà. Donc, on est en train d'ouvrir le champ, et il faut effectivement sensibiliser un peu les entraîneurs, etc., en disant, n'ayez pas peur d'accueillir quelqu'un qui en dit, il en saura bien plus sur lui et sur son handicap que vous n'en serez vous. Si lui vient vous voir, ne le refusez pas, ne lui interdisez pas. Prenez-le, voyez ce que vous pouvez faire avec lui, mais n'ayez pas peur, acceptez-le. Boris, tu nous l'as dit, tu as réussi à fédérer du monde derrière toi pour lutter contre la sédentarité des personnes en situation de handicap. Tu es notamment soutenu, tu l'as dit, par Salomon, mais aussi par Iron.fr, qui t'accompagnent, qui te soutiennent
psychologiquement, mais aussi financièrement dans tes combats. Et c'est vrai que ces entreprises ont finalement tout à gagner parce que on l'avait vu nous dans un précédent épisode, notamment autour des chaussures à lame de carbone, tu sais, qui font beaucoup débat. Et on avait un peu enquêté sur ça et on s'était aperçu que Nike avait aussi, la marque Nike avait aussi collaboré avec un prothésiste, je crois, Tout à fait, islandais avec Ossure, ouais. Tout à fait. Ossure, et finalement c'est des lames de carbone, donc c'est certainement comme ça aussi qu'ils ont pu développer cette technologie auprès du grand public. C'est aussi le cas par exemple de la télécommande qu'on a pour changer les chaînes de notre télé. C'est une invention qui a été inventée à la base pour les personnes en situation de handicap qui ne pouvaient pas se lever pour changer les chaînes. Donc on se rend compte que voilà, investir aussi dans ces combats-là, ça peut avoir un intérêt financier si on veut être pragmatique pour les marques. Est-ce que tu penses que tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est vraiment les coureurs dans un club que tu vas côtoyer, les entreprises, les pouvoirs publics, est-ce que tu penses que tout le monde est suffisamment sensibilisé à ces enjeux-là, ou on peut peut-être faire encore plus pour faire en sorte que tout le monde se sente vraiment concerné par ça? Non, on peut faire encore plus parce que il y a vraiment l'image à changer, il y a plein de choses à changer. Il y a administrativement aussi beaucoup de blocages, donc il y a vraiment beaucoup de choses à débloquer dans ce sens-là. Mais il y a eu beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de moyens, que ce soit les fédérations, les marques, etc., qui commencent à investir un petit peu dans le handicap, dans le sport handi. Donc ça c'est vraiment très bien. Et mais ça va. Pour l'instant c'est balbutiant. Donc ça manque un peu de cohérence, ça manque un peu de voilà, ça manque un peu de fil conducteur. Mais c'est en train de se faire et c'est vraiment très très bien. Et aujourd'hui en fait moi les marques qui Iron.fr et Salomon, ça a d'abord été des rencontres humaines et ça a d'abord été ça a été basé sur des rapports humains et donc sur une approche. Aujourd'hui, en fait, globalement, les marques sont un peu en train de changer leur fusil d'épaule, dans le sens où on a eu des années de performance où on regardait des athlètes de très haut niveau avoir des performances extraordinaires, mais on s'aperçoit que monsieur et madame tout le monde ne peut pas se projeter sur ces performances-là parce que c'est bien trop éloigné de ce qu'ils vont eux-mêmes faire. Et donc, petit à petit, en fait, commence à être intégré en fait des gens qui vont être en surpoids, monsieur et madame tout le monde, des handis, etc. Parce que en fait on représente la population et finalement les marques commencent à se tourner vers leurs clients et vers qui achètent leurs produits un petit peu plus. Et évidemment, la performance restera et est toujours très intéressante et il faut l'avoir, mais pas seulement. Et je pense qu'il y a une vraie démocratisation en fait du sport et de tout ce qui est en train de se faire. Et comme tu disais, la sédentarité et le sport bien-être commencent à être des politiques sociales importantes et ça va. Je pense que c'est un bel avenir. Ouais. Surtout en ce moment, avec la montée du télétravail et la montée du digital aussi, on a évidemment besoin de renouer avec le sport. C'est si on veut en tout cas bien vieillir et si en termes d'argent public, on ne peut pas dépenser des milliards et des milliards dans les médicaments ou dans les frais d'hospitalisation, c'est bien aussi de faire un peu de prévention pour éviter tout ça. Boris, on aime bien conclure notre émission, nos interviews en tout cas avec cette question. Si tu avais la possibilité, grâce à une baguette magique, de revenir 35 ans en arrière et t'adresser à ton toi-même, au petit Boris de 12-13 ans, et que tu pouvais lui donner un conseil, eh bien, quel conseil lui donnerais-tu ? Bonne question. Je lui dirais de croire en lui. Je lui dirais finalement de faire ce que j'ai fait, de continuer dans le sport, de ne jamais lâcher ça et de le garder comme fil conducteur de sa vie, de ne pas écouter ceux qui sont négatifs ou qui vont avoir tendance à diminuer les choses, mais de se tourner vers effectivement les gens qui sont positifs et qui vont t'amener à aller au-delà, et toi-même, de croire en soi, de croire en ses capacités,
et de ne jamais abandonner, de ne jamais laisser les choses filer et d'en profiter. La rage de vaincre. Merci infiniment. Boris, tu nous as montré qu'on pouvait réaliser l'impossible. Fred, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose à cet échange que j'ai beaucoup apprécié, moi en tout cas personnellement. Également, et je l'avais dit, je l'avais dit en introduction, je pensais que cette interview allait nous ramener à beaucoup d'humilité, et je pense que je me suis pas trompé. Et du coup, je remercie Boris parce que voilà, son témoignage est fort. Et au-delà de, je veux dire, la leçon d'humilité qu'il peut avoir pour nous, j'espère aussi qu'il aidera un certain nombre de personnes, parce que quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation, on a besoin d'exemples et de gens qui sont motivants, pas forcément dire des idoles ou des gens qu'on va porter au nu, mais des gens dont on partage les valeurs et qui sont un exemple et qui nous aident à nous dépasser, quelle que soit la situation. Voilà, et donc voilà, je remercie vraiment Boris pour ce témoignage, et surtout je le félicite grandement, parce que quand on échange avec quelqu'un comme lui, on se dit toujours, mais si moi j'avais vécu ça, est-ce que j'aurais eu cette force-là? On n'en sait rien, on n'en sait rien, et j'espère pas devoir répondre à cette question, mais voilà, c'est des choses qu'on se pose, et du coup on peut aussi se dire, il l'a fait, je peux y arriver aussi. Donc ça, je pense que ça peut être un énorme exemple. Pour moi, il y a deux belles victoires. Ça a été ma reconstruction, ma première victoire, et ma deuxième victoire serait de pouvoir faire en sorte que certaines personnes, en voyant ce que je fais, leur donne le goût de se relever, parce que certains des fois sont là depuis longtemps en centre de rééducation ou dans des situations de handicap, et ils n'ont pas eu le courage, ou ils n'ont pas été bien accompagnés. Si jamais il y a des auditeurs ou auditrices qui réussissent à se remettre dedans grâce à cet exemple-là, je serai comblé. Merci infiniment, Boris, pour cet échange. On se reverra peut-être sur l'UTMB, parce que je crois savoir que tu seras du côté de Chamonix sur la fin d'août. Ouais, la Sierzinal le 7 août. Donc peut-être qu'on se verra là, et puis du coup je te dis à très bientôt, et puis à lundi prochain pour tous nos auditeurs et auditrices. À très vite, Boris. Merci encore. Merci à vous deux.